Tu sais quoi, Florent? Oui, quoi? Tu joues très mal. Non, j'allais dire, ils nous ont encore préparé un bon petit cinéma de l'équipe cette année. Hein. Ah ouais, franchement, très bonne ambiance, bonne programmation, c'est cool. Bah, tout est bien, surtout tu vois quand c'est moi qui anime, comme ce soir, ça va être hyper sympa. Tu vois, on va bien s'amuser et tout. Tu vois que j'ai un micro. C'est moi qui anime. Ce soir. Bah, j'y vais là. Pourquoi t'animes? Il y a plusieurs films. C'était prévu dans le planning. C'était prévu. Ce soir, on parle du Stéphane Brisé. Tu l'as pas vu? On parle d'un été à Boujade, on reçoit le réalisateur. Tu l'as pas vu? Mais tu connais les journalistes, ils sont pas obligés de voir tous les films. Ouais, et tout. allez. Non, ça c'est des charlatans. De toute façon, c'est moi qui présente. Mais donc il n'y a pas de question de toi, de moi. Non, c'est moi qui présente. Ah ben, non, c'est moi ce soir. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Bah, on présente. C'est moi qui présente aujourd'hui. Il n'y a aucun de vous deux. Hein. Eh oui. On m'a dit nouvelle tête, renouveler un peu tout ça, le public. Voilà. Désolé. Et top générique. Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé! Bonjour et bienvenue dans Olé sur ce cinéma show en direct du Cinémed, 45e édition, et en direct sur Twitch et rediffusé tous les matins sur Radio Campus Montpellier 102.2. Chaque jour, on vous propose un rapide débrief de ce qui s'est déroulé hier soir et aujourd'hui au Cinémed. Et pour ce nouvel Olé, nous accueillerons le réalisateur Omar Mouldouiral d'un été à Boujade, présenté dans la section Panorama long métrage. Et nous terminerons l'émission par le quiz concocté par Marie, ainsi que le programme de la soirée et de demain au Cinémed. Pour m'accompagner aujourd'hui, une équipe de choc, mes 4 fantastiques, mon agence Tourisque, je dirais même plus. Tico, Marie, Florent et Oksana. Comment ça va? Très bien. Va, hein? Oui, ça va. Toujours là. On est lundi, j'espère que vous êtes chaud pour bien démarrer la semaine. Bien sûr que non. Allez. Marie, toujours vu aucun film de la compétition? Ça clash direct. Je crois que non. Mais j'ai vu des courts-métrages par contre. Oksana, toujours vu aucun film? Si, d'abord. Attends. Oh, wow. Hier déjà j'étais limite, mais là ça va, j'ai rattrapé. Bon, non, je vais me tourner vers Tico et Florent, enfin des gens un peu sérieux dans ce style. Ça va les gars? Bah, tranquille, ouais, super. Un bon festival pour le moment, donc tout se passe bien. Pas vu beaucoup plus de films, moi, mais ça va très bien. Les wraps poulets sont pas très bons. Merci de le dire, parce que hier j'en ai pris un, j'ai regretté. Voilà, merci. Bon, on leur dira. Bon, trêve de plaisanterie, nous débutons ce 4e épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Et comme tous les jours, on commence avec des petits retours et des débats sur les films que nous avons eu la chance de découvrir hier et aujourd'hui au Cinémed. Et nous débutons tout de suite avec le film Un été à Boujade de Omar Mouldouiral. Voilà. Non, le petit synopsis. C'est un film qui est présenté dans la section Panorama long métrage. L'histoire, ça se passe en été 86. Et hanté par la mort de sa mère, le petit Karim de 13 ans revient passer les vacances dans sa famille recomposée à Boujade, une petite bourgade marocaine. Persuadé d'être rejeté par son père depuis qu'il a refait sa vie, Karim cherche par tous les moyens à regagner son cœur. Voilà, je me tourne vers toi Marie, tu as vu Un été à Boujade? Oui, je l'ai vu hier, tout à fait. Moi j'ai bien aimé. En fait je te regarde, j'ai peur parce que je sais que t'as pas aimé toi. Non, j'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que c'était une petite bulle de... Enfin, le titre dit ce qu'il annonce, c'est Un été à Boujade. Franchement, c'est une bulle d'1h30 où tu passes un été au Maroc. Et effectivement, le Karim, donc le personnage principal, a des soucis dans sa famille, avec son père, avec sa belle-mère, puisque sa mère est décédée. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés dans cette famille. Et lui, il revient, il étudie dans un lycée français, loin de son père. Il revient pour l'été et en fait, tu sens qu'il n'est pas en accord avec son environnement, il n'est pas en accord avec les gens qui l'entourent, il ne vit pas du tout pareil. Il a une autre culture, il a une double culture qui est assez compliquée à gérer. Et en fait, il revient là-dedans et il doit se réapproprier sa ville, sa famille. Et c'est très compliqué, surtout qu'il est assez jeune, puisque 14 ans, donc c'est ça, oui. 13 ans. 13 ans. Et moi, je trouve que c'est assez bien rendu, en fait, les dilemmes qui sous-tendent son comportement, ses réactions. Je trouve que ceux qui jouent les parents sont
extrêmement bons. Moi, j'ai vraiment, vraiment totalement cru en leur jeu, en leur personnage. C'est un premier film, si je ne m'abuse, et pour un premier film, je trouve que c'est un très joli film, assez réussi, parce qu'on est en tension tout le long, il lui arrive plein de choses. À la fin, tous les arcs narratifs sont pas fermés, si je puis dire, mais d'un autre côté, il y avait tellement de liens différents à gérer que c'est pas plus mal, parce que ça fait pas redondance, du coup. Moi, j'avoue que j'ai passé un très bon moment, et voilà, moi, je le recommande, franchement. Un été à Boujade. Très bien, Marie. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de cette table a vu et a apprécié aussi Un été à Boujade? C'était un film assez agréable. Alors, c'est un récit, on va dire, initiatique qu'on a déjà vu. C'est un schéma assez classique, surtout au niveau des relations avec ses amis marocains. Je pense notamment d'abord une bande de potes et après un personnage un peu plus âgé qui va être comme un modèle, qui va être comme une voie pour justement se détourner un petit peu de tout ce qu'il a connu. Ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant dans le film, c'est le rapport entre la France et le Maroc, la vision de la France qui est apportée. Ça passe par les jouets, ça passe par notamment on parle du mouvement Touche pas à mon pote qui est évoqué dans le film. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et comme le disait Marie, je te rejoins sur le fait que l'été à Boujade se termine, le film se termine, et il y a plein de choses qui ne sont pas réglées. Et en fait, ça va paraître un peu pédant ce que je veux dire, mais c'est à l'image de la vie toutes les relations n'ont pas été réglées là, à la fin du film. Toutes les intrigues n'ont pas été résolues. Et je trouve quand même qu'il y a des scènes assez fortes qui se détachent du long métrage, qui sont assez dures, mais qui ne sont pas ridicules, qui ne sont pas d'un coup de la violence qui intervient, mais il y a un vrai sentiment de révolte, de blessure dans ce jeune acteur que j'ai trouvé assez incroyable et qui m'a plu. Mais en fait, je t'en prie. Je trouve que ça évite les écueils de ce type d'histoire où on a des scènes très violentes, comme tu le disais, parfois gratuites, où ça finit très très mal, où ça va jusqu'à un climax où on ne peut plus revenir en arrière. J'ai vu beaucoup d'histoires comme ça, et là je trouvais qu'il y avait quelque chose de positif quand même dans tout ce qui se passait. Il y avait des réconciliations, il y avait des choses qui se renouaient plutôt que qui se déchiraient irrémédiablement en fait. Et c'est ça qui m'a touchée, c'est que j'ai vu quelque chose que je voyais rarement dans ce type de film au cinéma. Non, ce qui est intéressant, c'est vrai, il y a le fait de choisir le film en été, c'est vrai que c'est un peu un cliché, quelque chose qu'on voit souvent au cinéma. L'été, c'est la saison des épiphanies, des bouleversements, des changements, des remises en question. Et c'est vrai que le film là-dessus est assez juste sur justement tous les questionnements qui vont ouvrir dans la tête du personnage. Et aussi cette double culture, comme tu disais, Florent, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et assez intéressé parce qu'il y a toujours cette sensation de ne pas forcément se sentir chez soi en France et quand on revient au pays, de ne pas non plus se sentir chez soi dans son pays parce qu'on est allé en France et du coup de se sentir chez soi de nulle part. Et je trouve que le film, on ne va pas trop en profondeur là-dessus, mais effleure cette thématique qui est quand même assez passionnante. Alors, si je peux me permettre, moi je vais peut-être un peu être le démon de ce soir, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Oh là là, excusez-nous. Le démon, c'est un grand mot, j'avoue. J'ai un peu abusé. Peur, Non, mais vous parlez beaucoup qu'il n'y a pas tant de violence que ça, ou du moins où ça n'atteint pas un point de non-retour. Alors, c'est peut-être moi qui étais mal lunée aujourd'hui, hein, mais j'ai vraiment trouvé que justement le film était full violent, dans le sens que ça ne met pas en valeur quelque chose qui vient nous heurter en tant que spectateur, mais c'est tout le temps sous-jacent. Parce que dans la famille, c'est violent, le rapport entre l'enfant avec la belle-mère, avec ses proches, avec son père, tout est violent. Avec la bande de potes, avec la fille qu'il aime, est violent. Tout est basé sur de la violence. Oui. Seulement, en fait, elle est un peu banalisée. Et je trouve ça justement totalement terrible, d'autant qu'à la fin, pour le coup, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui répond en fait au film, qui est que cet enfant, effectivement, on n'en voulait pas. Parce que, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le goût que ça m'a laissé. Et je trouve que c'est extrêmement terrible, dans une adolescence, de devoir dealer avec une double nationalité, de ne pas savoir si on est entièrement français, entièrement marocain, qui on est sans avoir une mère, sans avoir un père, parce qu'il est absent totalement, il le reconnaît. D'autant qu'il y a plein de scènes où même si on n'est pas sur effectivement un climax de la violence, ça laisse des séquelles à l'enfant, qui avait déjà des séquelles. Et en fait, j'ai l'impression qu'on l'a complètement bousillé sur tout le film. Parce qu'on l'idéalise tellement. En fait, même lui, dans tout ce brouillis-là, en fait, il est en souffrance de la non-souffrance physique, par exemple.
Et je trouve ça absolument terrible parce que quand on est en quête d'identité, c'est là où on commence un peu à caler des choses très fortes chez nous. Et là, il essaye de caler une violence qu'il n'avait pas physiquement, par exemple. Et je trouve que du coup, on est juste en train de montrer cette violence-là qui est totalement constante dans l'adolescence, dans cette double identité, dans le deuil et dans plein de choses. Et on le banalise entièrement. Et c'est pour ça que je trouvais ça extrêmement juste dans ce film. Et en même temps extrêmement violent, parce que tu te manges 1h40 de violence, mais qui tellement elle n'est pas au climax, que du coup, à la fin, elle te rend juste mal. Mais en même temps, toi-même, tu pourrais dire, en fait, c'est pas si terrible que ça. Et c'est ça que c'est horrible. En fait, je suis d'accord avec toi, parce que la violence, effectivement, elle existe, mais comme tu le dis, elle est banalisée, donc c'est une violence à l'image de ce que nous, on pourrait vivre aussi dans notre famille, de ce que plein de gens pourraient vivre, contrairement à d'autres films du même genre, où ça pourrait aller jusqu'à des hauteurs que tu ne pourrais pas voir dans la vie réelle, enfin, pas forcément, quoi. Alors que là, il y a des scènes que j'ai vues, que j'aurais pu vivre, quoi, que plein de familles auraient pu vivre, et c'est ça que je trouve original, et que je trouve juste, mais tu l'as dit, oui, c'est de la justesse, effectivement, dans la représentation. Mais je suis d'accord avec toi. Donc du coup, ce trop-plein de violence, toi, c'est quelque chose qui t'a gêné, qui du coup te fait sentir le film un peu moins agréable ou... Je dirais pas que ça m'a gênée parce que justement c'était le parti pris du film, il a été bon là-dessus. Par contre c'est vrai que je ne sais pas poser le mot dessus, mais il y a quelque chose dans le film qui m'a gênée parce que en fait j'aurais pas aimé qu'on me montre ça d'un enfant dans la dualité de son identité. Parce que peut-être parce que je m'en doute, je sais pas, peut-être que c'est égoïste, mais c'est vrai que du coup, il me manquait de l'espoir, il me manquait en fait une respiration quelque part. Je trouve quand même que tu es un peu dur là-dessus. Le film a d'autres défauts, mais sur le côté espoir, je trouve quand même que le film dégage des notes d'espoir sur la communication notamment. En fait, il y a des cul-de-sac un peu dans le film dans lequel l'enfant se confronte, mais en même temps, il y a quelques ouvertures et je prends juste aussi cette violence comme un apprentissage, parce qu'on est dans un film d'apprentissage et un récit initiatique. Et du coup, la dernière scène où il se retrouve dans ce bus-là et il repart, il y a aussi ce truc de OK, ce bouleversement va compter dans ma vie et m'a fait grandir. Peut-être que c'est seulement la portion, on va dire. Peut-être que moi, ce que j'ai reçu de violent, même si c'est à petite échelle, c'est juste que je me rends compte que c'est violent sans que ça me heurte. Mais je mange plus ça que de l'espoir. Et c'est peut-être juste ça qui m'a manqué dans cette proportion-là, en fait. Peut-être que c'est juste que je suis restée sur ma faim, mais en même temps, c'est en ça que le film est intéressant aussi. Mais c'est vrai que... c'est vrai qu'à la fin, moi, je repars pas avec le cœur en joie de ce film, par contre. Chico, ému, touché, bouleversé? Beaucoup touché par ce que vous disiez, mais j'ai pas pu voir le film. Je devais le rattraper dans l'après-midi, mais je bosse pour le Flash Festival. J'ai eu du travail, je devais le rattraper tout à l'heure, mais j'ai pas pu. On t'en tiendra pas que rigueur. Si je peux le voir le plus rapidement possible, je le verrai, parce qu'en vrai, ça m'intrigue avec tout ce que vous dites. Il repasse justement, il repasse mercredi à 20h30 au Centre Rabelais. Ok, je vais peut-être aller le voir. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses de prévues, mais je note. Tu nous diras ça tout à l'heure. On restera alors avec nos avis à chaud. Enchaînons tout de suite avec un autre long métrage qui était très attendu hier au Cinémed, le nouveau film de Stéphane Brisé, Hors saison, qui effectue sa première française à l'Opéra Berlioz, mine de rien, la classe, après être passé notamment par la compétition au dernier festival de Venise. Hors saison, de quoi ça parle? C'est Mathieu, un acteur célèbre qui est interprété par Guillaume Canet, qui est en pleine crise. Il se retranche dans une station balnéaire de l'ouest de la France afin de retrouver du calme et un sens à son existence. Il reçoit alors l'appel d'Alice, une femme avec qui ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années. Donc c'est l'heure des retrouvailles, des doutes, de la légèreté et de la mélancolie. Comme je disais, on retrouve au casting Guillaume Canet et Alba Rohrwacher. Qu'est-ce que vous en avez passé autour de cette table? Est-ce que Mathieu était dans le générique, ou tu as retenu son prénom d'hier parce qu'on n'entend pas du tout son prénom de tout le film? Non, du coup, c'est le synopsis qui m'a aiguillé sur son prénom, mais c'est vrai qu'on entend très peu son prénom. On n'entend pas du tout. En fait, Stéphane Brisé disait qu'il lui avait donné un prénom, mais qu'on n'entend pas du tout le film. Et c'est lui qui nous l'a dit hier. C'est pour ça. Ouais, et alors moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que Stéphane Brisé, moi, j'avais surtout vu des films plus politiques, beaucoup moins comique, si je puis dire. Et là, je trouve qu'il nous livre une comédie dramatique, tout dans la tendresse, la justesse. C'était très beau à voir. Déjà,
visuellement, je trouve qu'il est magnifique. Il y a des plans de Quiberon, donc il nous disait qu'ils sont incroyables sur la mer, sur les rochers, dans l'hôtel. Les couleurs, le grain de l'image, tout rend ce film sublime. Et les acteurs. Les acteurs sont vraiment incroyables. Guillaume Canet, je ne l'apprécie pas dans tout, mais là, vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Et Alba Rohrwacher, pour moi, c'est une déesse. Je trouve qu'elle joue divinement bien. Elle est vraiment incroyable. Et en fait, les deux, j'y ai vraiment cru, encore une fois. J'avais l'impression de voir des vraies personnes devant moi qui discutaient. Enfin, on ne sentait pas du tout le jeu. C'était des gens tellement naturels que ça m'a emporté. Cette histoire, elle m'a emporté. C'est une histoire d'amour secrète. On en parlait hier, dans une petite bulle. On pourrait presque dire que c'est un huis clos, tellement on ne sort pas de cette bulle de la Thalasso de Mathieu, qui est donc un acteur... a des petits soucis, quoi, voilà, et qui va en Thalasso parce qu'il a des petits soucis existentiels, effectivement, et qui retrouve son amour de jeunesse. Et pendant tout le film, on est dans leur petite bulle à eux qui se retrouvent. Et on ne pose pas de jugement sur les personnages, on ne pose pas de jugement sur leur vie, juste, c'est des gens presque banals, ils sont banals, bon, dans la banalité, quoi. Et ce qui les touche, ça nous touche nous aussi. Et moi, je me suis sentie très, très proche d'eux, alors que j'ai pas du tout leur vie, mais j'étais à fond avec eux. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table a vu le film ? Oui, moi je l'ai vu. Ah. Et j'aime beaucoup les côtes bretonnes de la Méditerranée, donc Ça commence très très mal. Non, c'est juste... ça aurait été... J'aurais préféré voir les côtes de la Méditerranée que de la Bretagne ou de la Vendée ou je sais pas quoi. Mais ça va, fais gaffe à la Bretagne, toi. Non, c'est très beau, mais... En fait, je m'attendais à voir le sud de la France vu qu'on est au Cinémed, mais après, ça m'a pas du tout posé de problème parce que c'est très beau, ça se prête super bien à l'histoire parce qu'en même temps, il y a aussi un jeu sur le mauvais temps à un moment donné et en Méditerranée, c'est un peu moins fréquent. Et puis, c'est typiquement le genre de film que j'aime en fait. Des films comme ça qui prennent le temps d'explorer les émotions des personnages, qui s'attardent sur des détails, sur les paysages, sur les discussions. Un film qui ne se précipite pas, essayer de couper, d'aller chercher l'efficacité. En fait, c'est un film qui, en s'attardant, en fait, on explore beaucoup mieux les personnages. Je trouve que s'il avait cherché à prendre des raccourcis, en fait, et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Et les images, comme tu as dit, Marie, elles sont magnifiques. Le jeu d'acteur est vraiment superbe. Moi, il y a juste... Je sentais qu'il y avait un petit truc. Il y a un mec qui est arrivé, ouais. En fait, un truc que j'ai un peu moins aimé, mais c'est pas un défaut dans le film, c'est le personnage de Mathieu que j'ai pas beaucoup aimé. En fait, il est très bien écrit dans le film, il fonctionne super bien, mais j'aurais pas aimé être son ami en fait. Je le trouve. Je crois que personne n'a envie d'être son ami. Je le trouve très auto-centré et la plupart des discussions, même quand il essaie de s'excuser, en fait, c'est juste ça tourne autour de lui et lui qui se plaint. Et ça fonctionne bien dans le film, il n'y a pas de souci sur ça, c'est juste que le personnage m'a un peu irrité. Un problème d'identification au personnage. C'est ça. Okay. Et le seul truc que je trouve réellement dommage dans le film, c'est que plusieurs fois, on a l'impression qu'il se moque un peu d'autres personnages secondaires. Je pense au prof de sport qui fait une session de sport sur la plage. Wow. Moi, cette scène, je pense que c'est le personnage qui se moque de lui ou tu parles du réalisateur? Olé. De la quotidienne. Petit problème technique, c'est pas très grave. C'est pas grave. Du coup, j'ai l'impression que c'est le réalisateur qui se moque un peu de ce personnage-là, comme du serveur dans le resto de poisson. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un film qui est très authentique sur les émotions des personnages, et là, ça m'avait un peu coupé du truc. En fait, au début des situations, je me disais qu'est-ce qui se passe? Ça va être comique, ça va pas être comique, et au final, j'avais l'impression juste qu'on se moquait de ces personnages-là, qui, certes, ça pouvait être parfois ironique, parfois rigolo, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu trop de moquerie par rapport à ce qui aurait pu être nécessaire. Après, je pense qu'on n'est clairement pas dans une comédie, c'est plus quand même une dramédie. Il y a ces petites touches comiques qui viennent un peu apporter de légèreté au film, mais justement, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on adopte son point de vue, le point de vue de Mathieu, et donc toutes les séquences avec d'autres personnes, ça illustre aussi le rapport à la célébrité, que je trouve assez amusant, le rapport au selfie, la scène justement avec le prof de sport, c'est qu'il pense depuis le début qu'en fait il sait qui il est alors que pas du tout. Donc il y a des petits ressorts comiques, je trouve, qui sont assez fins, qui reposent là-dessus.
Oui, les personnages, ils servent surtout à lui le ramener à sa propre condition d'acteur et à se moquer de sa célébrité à lui. J'ai l'impression qu'on se moque pas forcément du personnage, mais de Mathieu. En fait, on se moque de Mathieu, plutôt. Oui, mais du coup, en fait, vu que le prof de sport et le serveur, en fait, ils ont pas l'air de le reconnaître, donc je trouve que ces personnages-là, ils sont assez indépendants. Pour le coup, le serveur le reconnaît parce qu'il lui dit « je suis un très grand fan de notre travail ». J'y pensais pas. Mais en tout cas, au moment où il y a la moquerie, je trouve qu'ils sont assez indépendants du cadre de célébrité de Mathieu. Et du coup, moi personnellement, je l'ai pas spécialement perçu comme, je sais pas, une critique de sa condition, comme par exemple les selfies où j'ai trouvé ça super rigolo, ou d'autres passages. Vraiment, j'ai ressenti un peu. C'est quand même un petit peu de légèreté. Ce qui est assez amusant avec le serveur notamment, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a souvent des gens qui vont dépasser le cadre de la pudeur et de la rencontre en disant moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand il dit j'adore tous vos films, sauf les deux derniers. Oui, il y a des choses comme ça où les gens des fois se permettent dans des situations un peu incongrues qui sont assez fines. Ouais, mais pour le coup, peut-être, je crois que je me suis mal exprimé, mais c'est surtout quand le prof de sport et le serveur, ils décrivent des parties de leur métier. Donc quand le professeur, il explique la particularité de ces séances de sport, quand le serveur, il explique la technique de pêche de ce poisson-là, c'est vraiment ces moments où ils expliquent, eux, ce qu'ils font, qui sont passionnés un peu par leur travail, ça a l'air... j'ai vu ça comme de la moquerie sur ces gens-là et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait. Okay. Moi je trouve que justement, le film, comme tu disais Marie, a une grande délicatesse à la fois du regard, sur la mélancolie, sur un peu la dépression aussi, il y a quelque chose de très fin. Et moi Stéphane Brisé, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail et je trouve qu'il retrouve une verve un peu à Mademoiselle Chambon, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Vincent Lindon et Sandrine Kimberlin. Où c'était une histoire d'amour, pareil, avec beaucoup de silence, beaucoup de non-dits. Comme il disait, il a fait ensuite 4 films sur lui qui étaient sur la désillusion, donc des films politiques très percutants, très rythmés aussi, avec une caméra qui bouge, on est toujours près des visages. Et donc il disait qu'il avait un peu ressenti, comme le personnage, cette sensation d'être un peu perdu. Et je trouve ça beau de se donner cette... j'ai pris vraiment le film comme une échappée, une espèce de petite échappée d'air pour s'éloigner justement de la violence du monde et retrouver des choses simples en fait qui nous raccrochent un peu aux choses simples de la vie pardon. Et je trouve qu'il y a un peu une verve pour le coup Lost in Translation de Sofia Coppola, des personnages perdus qui vont se retrouver, qui s'ennuient aussi et qui vont se retrouver à un moment donné vivre quelque chose qui les unira que eux deux, une espèce de secret commun. Et je trouve que le film est toujours à bonne distance du personnage, avec son cadre. Ils sont toujours un peu isolés dans le cadre, mais il y a à la fois cette délicatesse, cette pudeur de ne pas non plus être trop avec les personnages et de garder cette jolie distance. En tout cas, je trouve que c'est une vraie belle réussite et un retour un peu en grâce pour Stéphane Brisé. Oui, je suis d'accord que toute cette dimension-là dont tu parles, c'était vraiment magnifique, avec de la justesse, de la délicatesse et de la tendresse. Et vraiment, moi, ça m'a quand même porté, malgré du coup ces 2 moments où je me suis senti un peu plus en dehors, mais globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment très, 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 très réussi. Ok. On va parler d'autres films que vous avez vus peut-être hier soir, aujourd'hui, que vous voudrez conseiller, partager. Moi, c'est un court-métrage, Court-métrage. si je peux le conseiller. Un petit court-métrage, 13 minutes. Évidemment. C'est A Dog, A Stone. Très bel accent anglais, attention. On retiendra pas. Voilà, la réalisatrice, attendez, parce que j'ai pas retenu, de Asma Ladjimi. Qui est présenté dans la section compétition ou Panorama. A Dog, A Stone. Oui. Du coup, c'est un petit court-métrage où c'est une petite fenêtre sur la vie d'une femme qui du coup est normalement, si je dis pas de bêtises, une travailleuse du sexe, c'était le bon mot, à Tunis. Et du coup, c'est une fenêtre où on la suit dans un moment de sa vie pour découvrir en fait toute l'intimité, toute la violence, tout le côté désagréable et dégradant qu'elle subit, mais qu'elle peut pas non plus en sortir facilement. Et pourtant qu'elle a la force de caractère de tenir bon, de s'en sortir et de ne pas lâcher le morceau, quoi. On témoigne beaucoup de sa solitude parce que même la caméra la filme, mais les sons, les images qu'on voit, on ne les voit pas en amont du personnage. Donc on est toujours autant surpris qu'elle, on est toujours sur le qui-vive autant qu'elle. Et dans tout le court-métrage,
on a vraiment cette fenêtre-là qui est filmée de manière, on va dire, vraiment vraie, si j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, mais je le conseille beaucoup parce que c'est une réalité qui est encore un peu taboue. Et en 13 minutes, la réalisatrice a réussi à capter un moment important, je pense. D'autant qu'à Tunis, on ne va pas se mentir, c'est déjà que dans les rues de base, ce n'est pas des conditions faciles, mais à Tunis encore moins. Et voilà, je voulais pointer ce petit court-métrage que Pour que j'ai les aimé. spectateurs qui voudront découvrir, il y a une séance mercredi 25 octobre à 10h à Einstein pour découvrir le court-métrage. Voilà. D'autres conseils autour de la table? Moi, je voulais quand même évoquer le documentaire Pour ton mariage de Uri Milstein qu'on a vu juste avant l'émission. Alors, le principe de base de ce documentaire, ça me régale parce que c'est un documentaire fait par le gendre d'Enrico Macias. Donc, ça me régale, l'intitulé me régale. Alors, et sous la blague que peut paraître ce synopsis, en fait, il y a un film hyper personnel qui a à la fois sa grande qualité et son défaut. C'est-à-dire que c'est vraiment à cœur ouvert sur toute cette histoire de Uri Milstein avec ses séparations, ses deuils, sa famille, sa construction par rapport à ses parents et bien sûr Enrico Macias. Donc il y a des moments très personnels d'archives où il nous perd un petit peu, mais d'autres moments où par son dispositif, par ses discussions, par ce qu'il est simplement, même on a eu la chance de l'entendre parler un tout petit peu et déjà il nous touchait par sa simplicité, on voyait qu'il mettait tout dans ce documentaire. Donc c'est un cœur ouvert ce documentaire. Pour ton mariage, voilà, Uri Milstein. Si vous voulez le revoir pendant le Cinémed, voilà, il repasse jeudi à 18h en Einstein. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est vrai qu'il y a un truc étonnant avec le film d'avoir à la fois un portrait très intime du personnage, et je trouve qu'avec tout ce qui arrive à lui et à sa famille, il y a tout de suite une dimension universelle aussi qui vient nous toucher, le rapport au deuil, à la maladie, et qui du coup m'a beaucoup surpris et beaucoup ému. Je ne m'attendais pas, justement, pareil, avec le synopsis, on s'attendait à peut-être quelque chose de plus léger, et au final, non, c'est un film qui nous prend un peu au dépourvu sur l'émotion, et ça fonctionnait plutôt bien. Oui, il y a une dimension universelle, comme tu dis, et d'un autre côté, il a une vie totalement dingue. Enfin, je veux dire, à chaque minute du film, on découvrait une partie de sa vie qui nous paraissait folle. Il a travaillé avec Agnès Varda, notamment. On voit Agnès Varda à son mariage. Moi, je trouve cette image d'archive absolument incroyable. Et même les images d'Enrico Macias. Il fait des dîners avec ses 2 ex-femmes et tous ses enfants. Il a eu plein de vies différentes, en fait, cet homme. Et je trouve ça assez incroyable. Moi, ça m'a embarqué. Je voulais en savoir plus. En fait, quand ça s'est terminé, je me suis dit, bon, il en faut un deuxième pour tout savoir de sa vie. Je suis trop intriguée. Chico, peut-être un conseil? Moi, j'ai vu hier Viva Varda. Je ne sais plus le nom du réalisateur. Pierre-Henri Gibert. Pierre-Henri Gibert, voilà, effectivement. Celui que tu voulais voir, Marie. C'est lui que je voulais voir. Mais j'ai vu le réel, par contre, ce matin. Et du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup parce que j'aime énormément Varda. Je trouve que c'est une cinéaste super importante dans l'histoire du cinéma, pas que francophone. Je trouve qu'elle est très singulière et j'aime énormément ses œuvres. Et quand j'ai vu la durée du film, je me suis dit, mais comment en 1h07 on peut faire un documentaire sur Agnès Varda? Et au final, c'était très bien. Et on n'a pas l'impression qu'il manquait de temps. C'était suffisamment détaillé dans plein d'aspects de sa vie pour que justement on ait une vue globale sur qui était Agnès Varda. Et en même temps suffisamment synthétique pour pas que le documentaire se perde et pour que justement en 1h07, ça ait pu prendre le temps d'aborder tout ce qu'il y avait à aborder. Et du coup, on se retrouve avec un portrait assez fidèle de qui Varda était, ses qualités, ses défauts, ses manières de faire, son parcours. Et je trouve que c'était très, très, très intéressant et ça m'a donné envie de revoir les Varda. Ok. Pour ma part, moi, je vais vous conseiller Would You Have Sex with an Arab dans le cadre de la rétrospective sur Yolande Zoberman, un documentaire terrible d'actualité qui va dans le territoire israélien, demander à des personnes dans la rue, choisies au hasard dans les boîtes de nuit, s'ils auraient des relations sexuelles avec des Palestiniens. Et c'est un film qui montre toute la complexité du territoire là-bas, les conflits, le rapport au désir aussi. Et c'est un film qui, à la fois, est un peu pessimiste sur un constat assez dur des différences culturelles, religieuses qui rend cet territoire et cette zone complètement meurtrie, et à la fois donne beaucoup d'espoir parce qu'elle donne une humanité aux personnages et au rapport au corps et au désir que je trouve vraiment bouleversante. Et c'est vraiment un documentaire fait avec pas grand-chose, assez chaotique sur la forme, mais qui du coup dégage une humanité qui m'a vraiment bouleversé. Voilà.
Bon, c'est tout pour le débrief du Cinémed pour ce soir. Et je vous propose d'accueillir notre invité du jour. L'invité de la quotidienne. Donc ce soir, c'est Omar Mouldouira que nous accueillons avec grand plaisir sur le plateau de Olé. Comment allez-vous? Première question. Ça va. J'en suis à ma 5e interview de la journée. Ah. Donc je suis rodé. Allez-y. Bon, tout va bien. Pas de problème. Vous avez présenté, si je ne me trompe pas, votre film pour la première fois au Cinémed hier, dans une salle comble. Quel était votre ressenti d'offrir votre bébé aux yeux du grand public? C'est toujours comme une première fois. Ça fait presque un an que le film circule en festival. Récemment, il était à Angoulême. Ah, d'accord. Et hier, quand j'ai vu une queue immense, je me suis dit, mais c'est pour quel film qu'il y a cette queue? On m'a dit, c'est pour mon film. Voilà, j'en revenais pas. Et ça m'a, voilà, j'étais très heureux de voir une salle archi comble et très réceptive. Et la fin, voilà, on a eu un question-réponse de plus d'une demi-heure qui était voilà, très, très agréable et très enrichissant, quoi. Vous avez une histoire particulière avec le Cinémed, si je ne me trompe pas, parce que vous aviez reçu la bourse d'aide il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu justement le chemin parcouru par votre film, par le projet du Cinémed jusqu'à cette 45e édition? Le Cinémed et moi, c'est une longue histoire. J'aime beaucoup ce festival parce qu'il est très fidèle aux réalisateurs. C'est un festival qui nous voit grandir. J'ai commencé avec des courts-métrages en 2007, 2008. Après, il y a eu un moyen-métrage. Il y a eu plusieurs bourses d'aide. D'ailleurs, je voudrais rapporter une petite correction. J'ai eu une bourse d'aide pour un autre projet. D'accord. Et celui-là était passé à la bourse d'aide, mais je n'ai pas eu de bourse, mais je l'ai quand même pitché ici. Et maintenant, il y a le long-métrage qui passe au Panorama. Donc, c'est une longue histoire. Et je trouve que le Cinémed est très fidèle et j'aime beaucoup ça. Voilà, on grandit ensemble, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'en fait, on retrouve au fur et à mesure des éditions qui grandissent avec le festival. Donc, c'est bien aussi que vous fassiez partie de cette famille. Pour parler plus en détail du film, on dit souvent que l'été, c'est la saison des épiphanies, des bouleversements intimes. Je voulais savoir en quoi c'était important pour vous de situer cette histoire durant la période de l'été et aussi pourquoi avoir choisi l'été 86. Ça a été un long processus. Déjà à l'époque, à un moment, parce que quand vous dites à un producteur je vais faire un film dans les années 80, tout de suite c'est on a des rétros, parce que forcément ça coûte cher, et mon film n'avait pas beaucoup d'argent, il avait de quoi faire 20 secondes d'Avatar, pas plus. Et à un moment j'ai pensé le faire plutôt dans les années 2000, après la mort d'Hassan II, le roi Hassan II et la succession de Mohamed VI, parce que je trouvais que le rapport père-fils pouvait résonner avec le rapport père-fils dans mon histoire. Et après, je me suis dit non, c'est n'importe quoi, ça rime à rien, ça fonctionne pas. Le film a besoin de plus de sincérité. Il n'est pas à 100% autobiographique, il est semi-autobiographique. Et s'il raconte l'adolescence, il raconte quelque part mon adolescence, et mon adolescence, c'est les années 80. Donc ça, c'était le premier choix des années 80. Le deuxième, pourquoi 86? Parce que ça a été une année avec un contexte politique assez important en France, assez intéressant. C'était l'année de la mort de Malik Oussekine, c'était un an après SOS Racisme avec Touche pas à mon pote. D'ailleurs, le film en parle de manière un peu ironique. C'était 2 ans ou 3 ans après la marche des beurs. C'était la loi Pasqua avec les fameux « tiens 10 000 balles et casse-toi si tu rentres dans ton pays ». Donc voilà, il y avait tout ce contexte-là politique. Sauf que le film ne se passe pas en France, il raconte le retour. Il raconte l'immigration à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'une famille de Marocains, après 20 ans en France, décide de rentrer dans son pays. Et quelle est la part justement autobiographique et de fiction du film si vous voulez, J'en sais plus rien. Sincèrement, c'est-à-dire que l'écriture a pris tellement de temps. J'ai dû passer plus de 5 ans à écrire, à réécrire. J'en suis à plus de 11 versions de scénario. Et au bout d'un moment, l'effort est tellement dans la dramaturgie, comment faire en sorte que l'histoire fonctionne, que les personnages fonctionnent, que les scènes fonctionnent, qu'on ne sait plus si on s'inspire de la réalité, qui est parfois plus originale que nous, ou de la simple technique narrative. Donc au bout d'un moment, j'en sais plus rien.
Mais c'est ça qui est beau. C'est vrai. Bah, ça fait partie de vous dans tous les cas. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup touché, on en discutait tout à l'heure, c'est le rapport justement à la binationalité ou aux deux cultures différentes. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans le film, l'impression de jamais trouver sa place, que ce soit en France ou dans le retour au Maroc. Et je voulais avoir justement votre point de vue. Ça m'a fait penser à une série Les Sopranos, justement, il y a un épisode où tous les Italiens qui habitent du coup à New York retournent en Italie et en fait se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux. Et quand ils reviennent aux États-Unis, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas chez eux non plus. Et donc ça m'a aussi un peu fait penser à ça, de ne pas avoir de terre qui nous reconnaissent en tant que tel. Et je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus. Ah, c'est un vaste sujet. Ouais. J'ai l'impression quelque part que tous les films, et même certaines œuvres d'art, posent toujours la même question, c'est qui suis-je? Who am I? Même Spider-Man, il dit à un moment, Peter Parker, mais qui suis-je? donc c'est une question existentielle et à un moment je me suis dit, si je raconte cette histoire, il faut que je la rende la plus universelle possible. Donc je suis très content que vous ayez ressenti ce côté universel de qui suis-je. Et ce qui suis-je, il peut être à différentes strates. Oui, c'est quand on est une famille d'immigrés, quand on est en France mais qu'on vient de parents étrangers, on peut se poser la question qui suis-je? Et ça, cette question, elle est d'actualité, plus que jamais. Quand on retourne dans notre pays d'origine, peut-être qu'on se sent encore plus étranger parce que voilà, on est devenu différent et on nous voit différemment. Donc il y a aussi ce qui suis-je qui arrive. Et quand on est adolescent, on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas encore un adulte, on est en train de changer, notre corps change, et quelque part, on se demande qui on est. Et oui, c'est vrai que c'est un film qui parle de la difficulté de trouver sa place, de l'entrée dans l'adolescence, vous venez de le dire, et de la difficulté de communiquer, de dévoiler ses sentiments. Est-ce que c'est des thématiques qui vous ont marqué justement et que vous aviez envie de retranscrire, à titre personnel, ou il y avait aussi cette volonté universelle de parler de choses qui vous intéressaient? C'est toujours un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a forcément plein de sujets qui nous intéressent quand on veut raconter une histoire, mais à un moment, on se dit parmi toutes les histoires qui nous intéressent, laquelle va mériter 5 ans de notre vie ou 7 ans de notre vie. Moi, le film, il m'a pris 7-8 ans, le double en espérance de vie. Et il faut qu'il y ait une nécessité de raconter cette histoire à un moment. Et cette nécessité, elle est réapparue après Charlie, après les attentats de 2015. Maintenant, ça réapparaît encore. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à un moment ou un autre, on se demande toujours... Il y a cette injonction qui est un peu, comment dire, sous-jacente. On nous demande, vous êtes qui? Vous êtes pour qui? Vous êtes dans quel camp? Et c'est terrible parce qu'on n'a pas envie d'être dans un camp, on n'a pas envie de se résumer, on n'a pas envie de s'essentialiser. Voilà, on est des citoyens du monde, on est des humains avant tout, on a des problématiques communes. Et cette essentialisation, vous voyez, qui nous pousse à nous borner à qui on est. Est-ce qu'on doit dire « je suis Charlie plus fort que les autres » Est-ce qu'on doit condamner plus fort que les autres me fait me poser cette question, et je lis des articles en ce moment où je vois d'autres gens qui se posent cette question, de toujours nous rappeler à notre identité ou à une identité un peu étriquée, alors qu'en fait l'identité elle se construit. Moi, pendant un moment, je me demandais si j'étais marocain, puis après je me suis demandé si j'étais plus français, et puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de fumer le calumet de la paix avec moi-même et de me dire non, je suis les deux en même temps, et c'est comme ça. Et c'est ça qui donne la richesse, on n'a pas à choisir. Et justement, vous parlez de la contextualisation du film, notamment avec la mention « touche pas à mon pote », qui illustre en fait très bien aussi cette double identité, parce que la séquence de dialogue lui dit en fait, mais c'est pourquoi t'es un arabe et tu portes ce truc-là, mais pourquoi? Du coup, je voulais savoir, comment dire, pourquoi vouloir avoir contextualisé avec notamment cette mention à « touche pas à mon pote ». Ça fait partie des petits miracles d'écriture. J'y avais pas du tout pensé au début. J'avais besoin d'un objet. Vous savez, le cinéma, c'est très visuel et on veut toujours qu'il y ait un objet qui représente quelque chose ou quelqu'un et qu'on donne ou qu'on offre à quelqu'un à la fin pour lui dire quelque chose. Et dans les films, souvent, il y a toujours un collier. Vous savez, il y a toujours je te donne le collier, puis à la fin, quand la personne meurt, il prend le collier, on se dit il se souvient de lui à travers ou d'elle à travers le collier. Et je me dis mais non, le collier, on l'a déjà vu 1000 fois, il me fallait autre chose. Et je me suis dit mais quel est l'objet
qui est vraiment parlant dans les années 80. Bien sûr, j'ai le Rubik's Cube, j'ai la voiture d'Arda, j'ai tous ces objets-là. Et à un moment, quelqu'un m'a soufflé, touche pas mon pote, ce fameux badge. Et je me suis dit, oui, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Parce que comme vous le dites, il souligne toute cette ambiguïté. Qui porte le badge? Les Français, les Arabes? Est-ce que c'est porté pour que nos amis arabes ne se fassent pas casser la gueule, ou c'est l'inverse? Et ça m'a inspiré ce dialogue où, en fait, Karim, c'était pour montrer que Karim, il ne sait pas qui il est. C'est ça, ça rejoint cette question. Qui il est, il ne sait pas. Et à la fin, je voulais que ce badge, il ait une autre portée un peu ironique. C'est que Mehdi, il est marocain, il vit au Maroc, mais il est considéré comme un étranger parce qu'il est marginalisé, il est orphelin, donc il est un peu comme un rebut de la société. Il est étranger dans son propre pays et en plus il est victime du racisme social. C'est lui qui se fait interpeller par les gendarmes et c'est lui qui va passer la nuit au commissariat. Et quelque part, à la fin, quand on lui offre ce badge « touche pas mon pote », son pote c'est Mehdi et le racisme, c'est ce racisme social envers lui. Je voulais revenir aussi sur le choix des acteurs. Comment s'étaient articulés vos choix de casting, notamment sur le jeune acteur qui joue Karim et le rôle du père et les autres acteurs aussi? J'en ai passé des nuits blanches à me dire, mon Dieu, comment je vais trouver cette perle pour jouer Karim. C'est mon premier long métrage. Avant, j'avais fait un moyen métrage qui s'appelle Margelle, qui est un peu le prologue de ce film. Et déjà, c'était très dur de trouver la perle rare. Et là, je me disais, je disais à mes producteurs, on peut tout rater. Je peux rater le son, l'image, la mise en scène, les décors. On peut tout foirer, mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas foirer, c'est le casting. Parce que l'émotion du spectateur, c'est le paratonnerre émotionnel. Il est dans le casting, il est dans les acteurs. C'est eux qui incarnent quelque chose, qui vont incarner les personnages. Et ça a été un long parcours, ça a pris des mois et des mois. Je voulais que ça soit le plus tôt possible, mais en même temps pas trop tôt, parce qu'à cet âge-là, on grandit très vite. Donc il fallait trouver cet équilibre. On a commencé à trouver, il y a eu le Covid, patatras, les frontières se sont fermées entre la France et le Maroc. On a été bloqué pendant 1 an et il a fallu tout recommencer. Et je ne pouvais pas aller faire le casting au Maroc. Donc tout s'est fait par WhatsApp interposé, par des vidéos, des centaines de vidéos, et ça allait pas, jusqu'au jour où, voilà, tout d'un coup j'ai eu les larmes aux yeux en regardant cette petite vidéo, mais je devais d'abord le rencontrer, mais les frontières étaient fermées, donc on s'est rencontrés 15 jours avant le tournage. Donc j'ai eu très très peur, mais il a suffi comme ça qu'on discute. Et je lui dis, tiens, mais t'as grossi par rapport à la dernière fois. Puis il me dit, oui, Netflix plus le confinement, ça fait grossir. Et après je lui dis, c'est quoi les films qui te touchent? Il me dit, c'est les films où les personnages ils sont marginalisés, où les personnages on a l'impression qu'ils sont pas trop à leur place. Et là je me suis dit, il a tout compris du personnage. Je vais revenir aussi sur le choix de la musique qui, je trouve, a une place importante. J'ai beaucoup pensé à la musique de Gustavo Santaolalla qu'on peut retrouver dans les films d'Inarritu. Est-ce que je voulais savoir si c'était une référence pour vous? Il y avait ce désir? Complètement. D'ailleurs, Simon Fransquet, qui est un super compositeur de films basé en Belgique, tout de suite, on a été d'accord sur j'arrive jamais à dire son nom. Gustavo Santaolalla. Ouais, on a été tout de suite d'accord. On a parlé de Babel, notamment. Oui, ça a été un peu notre référence. Cette petite guitare comme ça, qui est un petit peu, qui est un peu grattée. Et ça a vraiment été le cœur de la réflexion de comment composer la musique, mais en même temps, on voulait s'en éloigner. Et on a eu cette chance d'avoir une bourse de la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM, qui a permis à Simon de venir sur le tournage, de s'imprégner de bougeade, de la chaleur, il faisait 45 degrés, de l'ambiance pour pouvoir composer sur place. Et sauf qu'on a remplacé la guitare par le oud ou le charango. Et voilà, et tout s'est basé sur le oud ou le charango. Très bien. On va finir avec une autre question un peu coutumière dans TCS. Quelle est la dernière découverte, le dernier film qui vous a touché, qui vous a plu, que vous avez découvert au cinéma ou ailleurs, que vous pourrez nous recommander? Le règne animal. C'est incroyable. De Thomas Caillet. Quelle claque. D'accord. Quelle claque. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Ça fait du bien de voir des films français aussi ambitieux et aussi audacieux. Et ça serait bien que ça ouvre la voie au cinéma de genre en France. Du cinéma de genre intelligent et fort, et c'est... Voilà. Le cinéma de genre en France, ça fait quelques années qu'il se développe, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec ce film-là, il va y avoir un peu un avant et un après, parce que le film marche très bien, il a plus de 400 000 ou 500 000 entrées, donc espérons qu'on voit sur nos écrans plus de
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on passe à la suite. Marie, je crois que c'est l'heure du quiz. Oui. Merci. Olé Quiz, le quiz de la quotidienne. Bonsoir. Et bon. Traditionnel. Je la ferai à chaque fois. Hein. Pour ce quiz, figurez-vous que je vous ai concocté, comme d'habitude, le même quiz, c'est-à-dire sur les films d'hier et d'aujourd'hui avant cette émission. On commence avec un pas tourné qui concerne Pour ton mariage. Question à 5 propositions. Aïe, aïe, aïe. Je sens que vous avez peur, ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Enrico Macias est évoqué dans le film Pour ton mariage, même peut-être plus qu'évoqué. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, voilà. De fait, il a joué au cinéma, figurez-vous. Dans quel film, parmi ceux que je vais vous dire, n'a-t-il pourtant pas tourné? Pas tourné, hein, attention. Hein. Pas tourné. La vérité si je mens, Coco, La vérité si je mens 2, Bienvenue à bord, La vérité si je mens 3. C'est quoi le 4e? Bienvenue à bord. Bon, on sent qu'il y a un piège sur la vérité si je mens quand Oui, même. moi je crois que c'est le premier. Il me semble qu'il est dans le 2, je suis sûr. Je suis quasi sûr dans le 3 aussi. Je pense qu'il est dans le 3. Peut-être le premier. Alors là, j'en ai aucune idée, franchement. Oksana Ah, je sais pas, langue de chat. On dit le premier? Le premier? Ouais. Allez. Moi, Donc je il suis n'a parti pas sur- tourné dans le premier. Oui. Pas Vous tourné mettez dans le d'accord. premier. Ouais. Vous avez raison, c'était mon petit piège. Voilà. Toujours avec les suites, ils essaient de Florent nous a avoir. tout de suite décelé. Non, c'était pour commencer facilement. Parce qu'on passe maintenant à la sacré film. Question. Guillaume Canet est la star du nouveau film de Stéphane Brisé, Hors saison, comme vous le savez. Joue-t-il ou joue-t-il pas dans les films que je vais vous citer? On va faire une proposition par personne. On commence par Jonathan. Est-ce qu'il joue dans Thérèse d'Esquerou? Oh, je dirais que non. Effectivement, il ne joue pas dans Thérèse d'Esquerou. Oksana, est-ce qu'il joue dans Joyeux Noël? Non. Si. D'accord. Ça fait mon premier point pour moi, merci beaucoup. Ça marche. Florent, est-ce qu'il joue dans l'affaire Farewell? Oui. Tout Avec à Emir fait. Kusturica. Effectivement, bien joué. Vous passez à 3. Tico, est-ce qu'il joue dans Ils sont partout? Non. Effectivement, il ne joue pas dans Ils sont partout. Et vous faites un bon score, 4 et 1 point pour moi. Jonathan, est-ce qu'il joue dans En solitaire? Je dirais non. Si, Ah, je je l'ai suis pas désolée. vu. Elle C'est m'a piégé. un deuxième point pour moi. Oksana, est-ce qu'il joue dans Double Vie? Je l'ai pas vu, je dirais que non. Si, Si. il joue dans Aïe, Double aïe, Vie. aïe. Désolée, je passe à 3. Florent, est-ce qu'il joue dans Le Dernier Gang? Oui. Non. Ah, Purée, c'est Désolée. pas vrai. j'accepte. On a une égalité. Tico, on finit avec toi. Est-ce qu'il joue dans HHHH? Je ne sais Oui. pas comment on prononce ce film. Non, bien sûr que non. Il ne joue pas Aïe, dans aïe, aïe. HHHH. Oh la Et dégringolade. je prends la tête de ce quiz, je passe à 5 et vous êtes à 4. Voilà, je préfère vous prévenir. Il va falloir vous rattraper avec la question bonus. Les films que je vous ai cités où il n'est pas dedans. Qui joue dans tous ces films finalement? Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Je peux vous les redire. Il y a Thérèse d'Esquerou, Ils sont partout, Le Dernier Gang et HHHH. Waouh. Quel est l'acteur que j'ai choisi qui joue dans ces films? Ah, j'aurais dit Cluzet, mais HHHH, il est pas dedans. Bah oui. Moi, j'en ai aucune idée. Il y a- Est-ce que ce serait pas un acteur qui a joué dans un film Yvan Attal? qu'on a vu hier ou Il aujourd'hui? faut vous mettre d'accord. Alors non, Que ça serait pas il faut Yvan vous mettre Attal. d'accord sur... C'est quelqu'un qui m'a fait penser à Guillaume Canet, hein, pas se mentir. Hein, Ah, non, j'allais dire Gilles Lelouch, mais du coup, parce Non, qu'il non, y a non. l'association. Bah, mais c'est peut-être soit pas, François non. Cluzet, soit Yvan Attal, mais. Bah, évidemment- mettez-vous d'accord, dépêchez-vous. Ah, bah, hein, peut-être on n'a pas le temps. peut-être François Cluzet par rapport au petit mouchoir, etc. Bon, François Cluzet, mais je pense que c'est Moi, Yvan j'en ai Attal. aucune idée. Je me dédouane. Eh je bien, m'en vais. figurez-vous C'est ni l'un ni que l'autre. c'était Gilles Lelouch, Aïe, aïe, absolument, aïe, qui joue dans aïe. tous ces films. C'est vrai? Je ne prends pas de points, puisque c'était un point bonus, mais vous ne gagnez pas de points non plus, hein, je suis désolée. Bon. On passe à la troisième question en Méditerranée. Où se situe l'action principale du film Excursion, qui est passé hier soir au Cinémed? Riga, Zagreb ou Sarajevo? Film que je n'ai pas vu, évidemment. Bien sûr. Attends, je Bon, réfléchis. c'est l'extrait. Hein. Excursion. ouais. Florent, je crois que tu cherches un peu trop dans le programme. Quoi? Attends, tu peux redire les villes? À Riga, à Zagreb ou à Sarajevo? Je crois que je dirais Zagreb, moi. Je suis quasiment Au bluff. sûr que c'est Sarajevo. Eh ben, on va te faire confiance. Ouais. Sarajevo? Bah, heureusement que vous faites confiance à Tico, hein, parce qu'effectivement, Voilà. c'est à Sarajevo. Je On a savais. une égalité. Quand on a une égalité, je suis gentil. Donc je vous propose la question facile. Allez. Ah. Figurez-vous, vous pouvez gagner 4 points ou perdre 4 points. Si vous êtes bon ou pas bon, on va voir ça. Dans quelle ville étudie Karim, le personnage principal d'un été à Boujade? Elle est facile celle-là, franchement, je vous Dans l'ai quelle dit. ville il étudie?
Oui, attendez, 4 propositions. Calme-toi, ça va aller. À Fès, à Casablanca, à Marrakech ou à Rabat. Casablanca. Casablanca. On est d'accord. Oui. Ok. Franchement, je me suis dit, les Mais 4 je de sais cette qu'il question. part vers Casablanca, mais j'ai cru qu'il partait vers, mais je sais pas s'il part Moi, de je pense ou que c'est vers. Casablanca. Dans quelle ville il étudie? Je dirais Casablanca Casa aussi. Ouais. Bien sûr qu'il étudie à Casablanca. Vous gagnez 4 points, vous passez à 9 et évidemment que vous gagnez ce quiz haut la main. Bravo à vous. C'était quoi la question difficile? Je vous la dirai en off. Eh bien, merci Marie pour ce quiz Avec que nous grand avons plaisir. brillamment gagné, je trouve. Comme chaque jour, on enchaîne avec Aujourd'hui au Cinémed, notre rubrique où nos chroniqueurs vont annoncer les films qu'ils vont faire semblant de voir mais qu'ils ne voient jamais. Un peu de sérieux autour de cette table, s'il vous plaît. Jingle. Aujourd'hui, au Cinémed. Alors, on va commencer par, Alors, qu'est-ce par qu'on ce va soir. pas voir demain? Ce soir, il y a Comme un prince d'Ali Mariar avec Amit Silla, Mallory Vanek et Julia Piaton. En avant-première donc. Et en compétition, Backstage de Khalil Benkiran et Afef Ben Mahmoud. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous tente parmi les deux. Quelque chose que vous allez voir. Très curieux de découvrir Comme un prince, le premier film d'Ali Mariar qu'on a pu voir dans Casting, la série Casting, ou dans Family Business aussi. Et notamment, il y a l'actrice Mallory Vanek, ou Vanek, je ne sais pas comment on dit, qu'on a découvert dans Les Pires, et donc qui a été vraiment une révélation et qu'on retrouve ici. Donc je suis vraiment très curieux de découvrir Comme un prince. Moi, je ne suis pas au cinéma ce soir, je t'avoue. Quoi? Ok. Quoi? Mais je suis là demain, par contre. Un peu d'honnêteté, c'est bien. Moi, je vais voir Backstage ce soir. C'est un film comme ça où juste en lisant vite fait le synopsis, je me suis dit ça a l'air sympa. Donc, C'est ça la beauté des festivals. C'est beau, Voilà. c'est beau, bien sûr. Total feeling et des fois on a de très belles surprises. Concernant demain, qu'est-ce qui vous tente dans le programme du jour? Alors moi, je vous avoue, je vais voir à 10h30, si j'y arrive, La grande aventure de Non-Non. C'est un court-métrage d'animation. Ah oui, à partir Qui de me 4 tente ans, beaucoup. non? C'est ça le. Oui, je crois que écrit, c'est c'est ça. Enfin, Mais j'adore. Marie est une grande enfant. mais elle a J'adore raison, elle a l'animation, raison. excusez-moi, attendez. J'ai 2 rencontres presse, au milieu j'ai calé un film Tu as d'animation. bien raison. Et voilà. Vive le cinéma d'animation, on ne le dira Merci. jamais assez. Tout à fait. Bon, il est peut-être temps pour moi d'aller voir un Ettore Scola quand même avec la rétrospective qu'il y a. Ça fait plaisir. Il y a C'est La vrai. Terrasse et La Famille qui passent demain notamment. Ce sera peut-être l'occasion quand même de pouvoir en découvrir un sur grand écran. Oksana, Je crois que je vais faire la pas originale et aller voir les aventures de Non-Non aussi. Ah, Oui. tu vois, je convainc les gens. tu seras pas toute Je serai seule. pas toute seule. Pour ma part, moi, je vais continuer à regarder les documentaires de Yolande Zoberman. Après Would You Have Sex with an Arab, il y a M. très bien. Apparemment, c'est très bien, mais c'est un peu. Oui, alors faut être accroché disons, un peu. Hein, disons ouais, un mais peu oui. accroché, mais j'ai pas de doute que ça va être très très, très beau. Il y a aussi Salvo, dans le cadre du regard croisé, Mohamed et Saleh Bakri. Et Libertad de Clara Roquet dans l'après-midi, dans le cadre de la nouvelle vague catalane. Et le soir, ça sera l'émission de demain. Absolument. Donc on va Et pas moi, je veux spoiler. juste rajouter que je vais aller voir Méandre ou La Rivière inventée. Qui a l'air très bien. Voilà, Ah, très bien. qui a l'air incroyable. Bon, on annonce quand même pour ceux qui voudront le voir demain soir, il y aura aussi en avant-première au Diagonal le nouveau film du plus marseillais Des Marseillais. des Marseillais, Finalement. j'ai nommé Robert Guédiguian. Et côté compétition, il y aura 6 pieds sur terre de Karim Ben Salah. Je crois qu'il est temps de conclure notre émission du jour. Je vais remercier mes 4 fantastiques d'avoir été formidables aujourd'hui, encore une fois. Merci. Et puis, j'ai envie de dire à demain. Je crois que... Ah non, pardon. J'ai oublié l'essentiel. On va remercier l'équipe de l'ACFA, sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu tous les jours. Et merci aussi à leurs encadrants. On les remerciera jamais assez. Demain, c'est la pétillante et non moins talentueuse Oksana qui prendra ma place, sans aucun doute avec talent. D'ici là, portez-vous bien, vive le cinéma, vive le festival et à demain. Olé. 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 Et olé. Oh là là. C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.